L'avocat a lu le testament à voix haute, tout revenait à mon oncle et à mes cousins. Tu as toujours été la brebis galeuse, a dit l'un d'eux. J'ai souri poliment, même si mon cœur se brisait. De retour chez moi, j'ai ouvert le kilt que mamie m'avait donné, et j'y ai trouvé une poche cachée contenant une lettre notariée et un testament révisé. Il ne s'y attendait pas. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. On a toujours dit que j'étais la brebis galeuse, l'originale, la sensible, celle qui ne cadrait pas tout à fait avec ce portrait de famille parfait qu'ils aiment présenter au monde. Mais je n'aurais jamais pensé être totalement effacé jusqu'à ce que l'avocat ouvre ce dossier et lise le testament de grand-mère. Je me tenais là, les mains crispées sur la bandoulière de mon sac à main, essayant de garder les pieds sur terre. La pièce était figée dans le silence, à l'exception du bruissement discret du papier et du raclement de gorge occasionnel de l'avocat, un homme aux cheveux argentés avec une voix sèche comme du pain rassis. Mon oncle Rick était affalé dans son fauteuil, trop à l'aise, un sourire suffisant jouant au coin de ses lèvres. Sa Rolex brillait sous la lumière fluorescente comme si elle avait quelque chose à dire. Jenna était assise à côté de lui, ses ongles manucurés tapotant l'écran de son téléphone, tandis que Max était avachi comme s'il s'ennuyait déjà. Moi ? J'étais la dernière à m'asseoir, à peine au bord de la chaise, essayant de ne pas montrer à quel point mes jambes tremblaient. Puis les mots sont venus. À mon fils bien-aimé, Richard Morrison, je lègue la maison et la propriété située sur. Mon souffle s'est coupé. À mes petits-enfants, Jenna et Max, je lègue mon compte d'épargne et tous les biens de valeur qu'il contient. Rien. Pas un seul mot sur moi. C'était comme si une trappe s'était ouverte sous mes pieds. J'ai cligné des yeux rapidement, essayant de comprendre. J'avais du mal à entendre. Peut-être avais-je raté une page. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. L'avocat m'a regardé comme s'il savait déjà ce que j'allais demander et qu'il ne voulait pas avoir à gérer cela. C'est alors que Max s'est penché et a dit à voix basse, mais juste assez fort pour que je l'entende. Faut croire qu'elle était sérieuse quand elle t'appelait la brebis galeuse. Sa voix était enrobée d'une fausse compassion, ce genre de faux qui me donnait la chair de poule. Je l'ai regardé, forçant un sourire que je ne ressentais pas, mais mes joues tressaillaient sous l'effort. Ses yeux se sont détournés. Il savait qu'il avait touché un point sensible. Il a toujours su comment faire mal. L'oncle Rick n'a pas dit un mot. Il a juste croisé les bras et levé le menton comme si tout s'était passé exactement comme il l'avait prévu. Et c'était peut-être le cas. Mon cœur battait la chamade, mais je suis restée silencieuse. Que pouvais-je dire ? Qu'il devait y avoir une erreur ? Que grand-mère Ruth ne m'aurait jamais laissé de côté comme ça, qu'elle m'aimait. Mais quelle preuve avais-je ? Je pouvais presque entendre sa voix, douce et chaleureuse, la façon dont elle chuchotait « Tu es mon cœur », Amy, quand elle me bordait. Cette courte pointe dans laquelle elle m'enveloppait les nuits d'orage. Ses mains noueuses par l'arthrite brossant mes cheveux quand je pleurais. Tout cela semblait si réel, et maintenant, cela ressemblait à un mensonge. J'ai attendu, espérant que l'avocat en dirait plus. Une lettre, une note, quelque chose, n'importe quoi. Mais le dossier s'est refermé avec un bruit sec. Et c'était tout. C'était fini. Merci d'être venu, a-t-il dit, attrapant déjà son dossier suivant. Les autres se sont levés. Des rires, une tape dans le dos de Rick à Max. On dirait qu'on va avoir besoin d'un camion de déménagement, a dit Jenna en rejetant ses cheveux en arrière. Je suis sorti sans un mot. Non pas parce que j'allais bien, mais parce que si j'ouvrais la bouche, j'avais peur de ne plus pouvoir m'arrêter de crier. De retour dans ma chambre de motel, j'ai jeté mes clés sur la commode écaillée, je me suis assise au bord du lit et j'ai juste fixé la courte pointe que grand-mère m'avait laissée. Elle était pliée soigneusement dans un coin, des étoiles bleues et crème brodées à la main sur le tissu. Personne d'autre n'en voulait. Évidemment. Elle ne valait rien, pas pour eux. Mais pour une raison quelconque, c'était la seule chose qui me donnait l'impression de ne pas avoir été complètement oubliée. Et je ne le savais pas encore, mais cette vieille courte pointe était sur le point de tout changer. Je n'étais pas retourné à Millfield depuis près de 8 ans. Le trajet en voiture vers la ville donnait l'impression de rembobiner une vidéo de famille que je n'étais pas sûr de vouloir revoir. Le même panneau de bienvenue rouillé de Millfield. La même étendue de chênes se penchant sur la route comme de vieux gardiens. Tout semblait plus petit que dans mes souvenirs. Ou peut-être avais-je simplement trop grandi. La maison de grand-mère Ruth était toujours là, juste à côté du chemin de terre, cachée derrière les saules pleureurs qu'elle taillait chaque printemps. La balancelle du porche grinçait paresseusement dans la brise comme si elle attendait que quelqu'un s'y assoie. Je me suis tenu au bord de l'allée de gravier, mes doigts se resserrant autour de la sangle de mon sac,
pas prête à entrer, mais incapable de faire demi-tour. Les funérailles avaient eu lieu la veille, courtes, froides et pleines de visages que je n'avais pas vus depuis des années. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne n'a demandé où j'étais passé. Tout cela ressemblait plus à une réunion de famille à laquelle je n'avais pas été invité. En grandissant, la maison de grand-mère avait été le seul endroit où je me sentais en sécurité. Après la mort de maman, quand j'avais 12 ans, elle m'avait accueilli sans hésitation. L'oncle Rick avait proposé son aide, mais même à 12 ans, je voyais bien qu'il ne voulait pas de ce fardeau. Grand-mère ne m'a jamais vu comme telle. Elle me donnait du chocolat chaud quand je pleurais, me racontait des histoires quand je faisais des cauchemars et assistait à chacune de mes pièces de théâtre scolaire maladroites. Elle était tout pour moi. Et pourtant, debout dans cette cour familière, tout ce que je pouvais ressentir était un vide étrange, comme si on m'avait vidé de l'intérieur, ne laissant que de l'air et de la douleur. À l'intérieur de la maison, tout était exactement comme elle l'avait laissé. La faible odeur de lavande et de cannelle imprégnait encore les murs. Ses pantoufles usées toujours près de la porte, une paire de lunettes de lecture posées sur la table d'appoint juste à côté de la tasse de thé qu'elle n'avait jamais finie. Le silence était assourdissant. J'ai erré de pièce en pièce, laissant les souvenirs me frapper par vagues. La cuisine où elle m'avait appris à faire son crumble aux pêches. Le salon où nous dansions à Noël sur du Nat King Cole. Sa chambre, maintenant vide et froide, où je me glissais pendant les orages juste pour être près de ses battements de cœur. Ce cœur ne battait plus. Et le testament, c'était comme le dernier clou du cercueil. J'essayais de me dire qu'il y avait peut-être une raison. Peut-être avait-elle subi des pressions, été confuse. Peut-être que quelqu'un l'avait falsifié. Je ne voulais pas croire qu'elle m'avait laissé de côté exprès. Elle ne pouvait pas. Pas grand-mère Ruth. Je me suis assise sur le sol de mon ancienne chambre, les jambes croisées comme si j'avais à nouveau 15 ans. Le papier peint se décollait, les posters avaient disparu, mais je me sentais toujours chez moi, comme si le fantôme de celle que j'étais autrefois était assis là, à côté de moi. C'est alors que je l'ai vue sur le bord du lit, une courte pointe, pliée parfaitement, exactement comme elle le faisait toujours. Je me suis approché et je l'ai ramassée. Elle sentait comme elle, ce mélange d'eau de rose et de menthe poivrée qu'elle portait toujours. Mes doigts ont effleuré le tissu doux, traçant les étoiles cousues à la main. Je me suis souvenu qu'elle avait dit un jour, « Chaque étoile est une prière ». Je l'ai serrée contre moi, l'enroulant autour de mes épaules comme une armure. Cela n'a pas guéri la douleur, mais cela l'a accompagnée. Et ça signifiait quelque chose. Je n'avais pas d'héritage, pas de maison, pas d'excuses, juste cette courte pointe. Et pourtant, j'avais l'impression que grand-mère m'avait laissé quelque chose de plus, quelque chose que personne d'autre ne voyait. Je ne savais pas encore quoi, mais je commençais à le ressentir. Un murmure sous le silence. Une vérité attendant d'être découverte. Je n'arrêtais pas de repasser la scène dans ma tête. La voix de l'avocat. Le regard suffisant sur le visage de l'oncle Rick. Le chuchotement de Max, « Tu as toujours été la brebis galeuse ». Ces mots étaient comme une écharde que je ne pouvais pas retirer. Petite, pointue, enfouie profondément, et plus j'essayais d'oublier, plus elle s'infectait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté allongé sur le lit du motel, fixant le plafond, enveloppé dans la courte pointe de grand-mère comme si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, me protéger de la vérité. Mon esprit s'emballait avec des questions auxquelles je n'aurais jamais de réponse. Grand-mère avait-elle vraiment eu l'intention de ne rien me laisser? Était-ce une sorte de punition pour ne pas avoir visité assez souvent? Pour avoir quitté la ville? Pour avoir vécu ma propre vie? Mais peu importe comment je tournais l'histoire dans ma tête, ça ne collait pas. Grand-mère n'était pas cruelle. Elle n'était pas oublieuse non plus. Elle m'appelait à chaque anniversaire sans faute, envoyait des colis à mon dortoir universitaire avec des notes manuscrites et des chaussettes ridicules. Quand j'ai été licencié l'année dernière, c'est elle qui m'a viré de l'argent sans même que je le demande. Et lors de notre dernier appel, quelques semaines seulement avant son décès, elle a dit « Il y a quelque chose que je veux te donner quand tu rentreras à la maison. » Quelque chose. Je ne savais pas quoi, et je n'ai jamais pu demander. La semaine suivante, elle était à l'hôpital. Un accident vasculaire cérébral. Sans avertissement. J'ai soupiré, repoussant la courte pointe de mes épaules. Mes doigts ont tracé à nouveau les coutures, une habitude nerveuse. C'est alors que je l'ai senti. Une épaisseur juste sous l'étoile du bas. Je me suis figé. Cela ne ressemblait pas à une boule dans le tissu. C'était plat, plié comme du papier. Le cœur battant, j'ai allumé la lampe et étalé la courte pointe sur le lit. Mes doigts bougeaient avec urgence maintenant, cherchant. Et elle était là, une couture cachée, minuscule,
presque invisible, mais soigneusement cousu à la main. Mon souffle s'est arrêté. Grand-mère avait cousu quelque chose dans la courte pointe. J'ai plongé la main dans la petite poche qu'elle avait dissimulée et j'en ai sorti une enveloppe pliée, épaisse et légèrement jaunie sur les bords. Mon nom était écrit sur le devant avec son écriture familière, Émilie. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre, en dessous, une seconde enveloppe marquée « Testament révisé, notarié ». Je l'ai fixée, stupéfaite. J'ai regardé la lettre et mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Ma très chère Émilie, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. J'ai mis à jour mon testament le mois dernier après notre conversation téléphonique. Je voulais m'assurer que tu sois à l'abri du besoin. Tu as toujours été mon cœur, mais je craignais que Rick n'essaie d'interférer. C'est pourquoi j'ai demandé à mon amie Marianne de le notarier discrètement. Je l'ai caché ici, là où je savais que toi seul le trouverais. Ne les laisse pas prendre ce que je t'ai destiné. Avec tout mon amour, grand-mère Ruth. Je suis restée assise là, complètement immobile. La pièce semblait basculer. L'instant d'avant, j'étais en deuil, l'instant d'après, j'étais furieuse. Elle avait changé son testament. Elle voulait que j'aie quelque chose. L'oncle Rick et ses enfants, ils savaient, ou du moins ils se doutaient de quelque chose. C'est pour ça qu'ils étaient si suffisants. C'est pour ça que tout semblait si répété, si définitif. Je tenais le testament révisé à deux mains comme si c'était une flamme, fragile et dangereuse. Grand-mère m'avait confié ceci. Maintenant, c'était à moi d'agir. Je ne savais pas par où commencer ni à qui faire confiance. Mais je savais une chose. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que je partirais sans faire de bruit, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je suis restée assise là longtemps, la lettre serrée dans une main, le testament dans l'autre. Mon cœur battait la chamade, non plus de chagrin, mais d'adrénaline, de colère et d'autres choses que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Un but. Grand-mère m'avait laissé cela. Pas seulement une couverture, pas seulement des souvenirs, mais une vérité enfouie sous le tissu et le temps. Elle me faisait confiance. Le lendemain matin, je suis retourné chez elle. Je ne l'ai dit à personne. J'avais juste besoin d'être là. Besoin de traverser à nouveau les pièces avec un regard neuf. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, je suis entré dans le calme et j'ai immédiatement senti sa présence. Pas comme un fantôme, mais comme une chaleur, une évidence. Je suis entré dans son bureau, la pièce que personne n'avait touchée depuis les funérailles. La porte a grincé quand je l'ai ouverte. La poussière flottait dans la lumière qui traversait les rideaux de dentelle. Je me suis assise à son bureau et j'ai posé la lettre et le testament révisé doucement devant moi. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos de chaque page. C'est alors que j'ai remarqué une carte de visite glissée dans le tiroir du bureau. Marianne Forester, notaire. Je n'ai pas hésité. J'ai composé le numéro. Une voix douce a répondu « Allô ? Bonjour, je m'appelle Emily Morrison. Je crois que vous étiez amie avec ma grand-mère, Ruth Morrison. » Une pause, puis une expiration chaleureuse. « Oh, Emily. Je me demandais quand tu appellerais. » J'ai cligné des yeux. « Ah bon ? » Elle m'a dit qu'elle l'avait caché. Elle a dit que tu le trouverais. Elle a dit que tu étais intelligente comme elle. Ma gorge s'est serrée. J'ai trouvé le testament, ai-je dit doucement. Et la lettre. Je pense qu'ils ont donné le mauvais à l'avocat. Une autre pause. C'est moi qui ai notarié le nouveau. Daté et tamponné. Il est légal. Si ce n'est pas celui qui a été présenté, il y a quelque chose qui cloche. Cloche. Mon Dieu, ce mot pesait lourd sur ma poitrine. Est-ce que je peux venir vous voir ? Bien sûr. J'ai toujours les dossiers. J'ai conduit directement chez elle. Une vieille maison jaune au bout de Birch Street avec un grand porche et des carillons qui tintaient doucement dans la brise. Marianne était gentille, peut-être dans les 70 ans, avec des yeux bruns chaleureux et des mains qui tremblaient légèrement lorsqu'elle m'a tendu une copie de l'acte notarié. Ça prouve qu'il est authentique, a-t-elle dit. S'ils ont ignoré ça, eh bien, tu devrais peut-être parler à un avocat. C'est ce que j'ai fait. De retour au motel, je me suis assise en tailleur sur le lit avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Pas par vengeance, pas encore. Je voulais juste de la clarté. J'ai trouvé un petit cabinet d'avocats à proximité, spécialisé dans les testaments et les litiges successoraux. J'ai appelé, j'ai tout expliqué dans un flot d'émotions, et ils ont accepté de me rencontrer le lendemain. L'avocate s'appelait Danielle. La trentaine, le regard vif et aucune patience pour l'injustice.
Apportez tout, m'a-t-elle dit. Photos, originaux, la lettre de votre grand-mère. On commencera par là. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai tout étalé sur son bureau lettres, testament révisé, vérification notariale, même des photos de la courte pointe, elle m'a regardé un long moment. C'est du béton, a-t-elle finalement dit. S'ils ont déposé l'Ancien Testament en sachant que celui-ci existait, ce n'est pas juste une erreur. C'est une fraude. Le mot a résonné comme une cloche dans ma poitrine. Fraude. Soudain, il ne s'agissait plus seulement d'un testament. Il s'agissait des dernières volontés de grand-mère, du fait d'être effacée, du fait qu'il pensait que je resterais silencieuse. Mais je n'étais plus cette fille-là. Je veux me battre, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'espérais. Daniel a hoché la tête. Alors faisons en sorte qu'il n'oublie jamais ce que grand-mère a laissé derrière elle. Et juste comme ça, la donne a changé. Le tribunal était plus petit que je ne l'imaginais. Juste un étage, des murs beiges, une vieille moquette qui sentait légèrement le nettoyant au citron et la nervosité. Je me suis assise au premier rang avec Daniel, mon avocate, les mains froides malgré le soleil de juin dehors. Le testament révisé était soigneusement rangé dans un dossier entre nous. La lettre de grand-mère aussi. Je l'avais lue tellement de fois qu'elle était gravée dans ma mémoire. Chaque mot ressemblait à une armure. De l'autre côté de l'allée était assis l'oncle Rick. Il avait l'air ennuyé, agacé même, comme si cette audience était un inconvénient entre deux parties de golf. Jenna et Max étaient là aussi. Jenna rejetant ses cheveux en arrière par habitude. Max faisant défiler son téléphone jusqu'à ce que la juge entre. La juge était une grande femme avec des mèches grises dans les cheveux et une expression qui ne tolérait aucune absurdité. Elle a parcouru brièvement les documents, puis s'est tournée vers Daniel. « Vous pouvez procéder. » Daniel s'est levé avec une confiance tranquille qui m'a rassuré. « Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui pour contester l'exécution de la succession de Ruth Morrison. Le testament présenté précédemment par Richard Morrison est en fait obsolète et invalide. Nous soumettons un testament révisé, notarié et juridiquement contraignant, daté de 3 semaines après le premier, avec une preuve claire d'intention et de témoin. » Elle a tendu une copie à la juge. Rick s'est penché en avant sur son siège, son expression se durcissant. La juge a haussé un sourcil. « Ceci est notarié ? » ?»« Oui, votre honneur. Nous avons le témoignage du notaire ainsi que la lettre originale que mademoiselle Morrison a trouvée, écrite par la défunte et cachée délibérément pour être en sécurité. » Daniel lui a passé une copie de la lettre de grand-mère. J'ai regardé les yeux de la juge parcourir la page lentement. Puis Rick s'est levé. « Cette lettre a pu être falsifiée, a-t-il dit, sa voix contrôlée mais tremblante sous la surface. Ma mère était malade, confuse. Nous, ma famille, nous avons pris soin d'elle. Émilie n'a pas été là depuis des années. » Cette dernière phrase m'a frappé en plein ventre, mais je n'ai pas bronché. Daniel est intervenu. Ruth Morrison était saine d'esprit au moment de la révision. La notaire le confirme et possède des registres prouvant que ses capacités cognitives étaient intactes. De plus, nous pensons que M. Morrison a sciemment dissimulé le testament mis à jour. La salle d'audience est devenue silencieuse. J'ai jeté un coup d'œil à Rick. Ses yeux se sont détournés, mais pas avant que je ne le voie. Cette lueur de culpabilité. La juge s'est raclé la gorge. J'en ai vu assez. Elle m'a regardé directement. Emily Morrison, conformément au testament révisé et confirmé par témoignage légal, vous êtes l'unique héritière de la succession de Ruth Morrison. Cela inclut la maison familiale, les terres et les actifs restants. Je vais déposer une ordonnance officielle reflétant cela. Les mots ont frappé comme une vague. Je ne pouvais pas parler. La mâchoire de Rick s'est serrée. Jenna a haleté. Max a marmonné, c'est une blague. Mais je ne les ai pas regardés. J'ai fermé les yeux une seconde et j'ai vu grand-mère assise dans sa cuisine, de la farine sur les mains, fredonnant pour elle-même, les yeux pleins de lumière. La justice n'a pas effacé le chagrin. Elle ne l'a pas ramené, mais elle lui a rendu sa voix, et elle m'a rendu la mienne. À l'extérieur du tribunal, le soleil était trop brillant et j'ai dû cligner des yeux pour m'adapter. Daniel m'a touché l'épaule. « Tu as réussi », a-t-elle dit doucement. « Non », ai-je répondu. « C'est grand-mère. » J'ai allumé mon téléphone. Des dizaines d'appels manqués de Rick, de Jenna, de numéros que je ne reconnaissais pas, mais je les ai ignorés. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS à Marianne. On a réussi. Elle a été entendue. J'ai marché jusqu'à ma voiture, la courte pointe pliée sur la banquette arrière,
et pour la première fois depuis des semaines, je ne portais pas le poids toute seule. Quelques semaines après l'audience, j'ai emménagé dans la maison de grand-mère Ruth. C'était étrange au début, calme d'une manière qui semblait trop bruyante. Chaque coin recelait un souvenir. Le faible grincement du plancher près du placard du couloir. Les carillons qu'elle aimait tant pendaient toujours devant la fenêtre de la cuisine. Le jardin à l'arrière était sauvage et envahi par la végétation maintenant, mais toujours parsemé de petites marguerites obstinées qui poussaient à travers les mauvaises herbes. Je commençais chaque matin avec un café sur le porche, enveloppé dans cette courte pointe. C'était devenu plus qu'une couverture. C'était une bouée de sauvetage, un rappel que parfois l'amour se cache dans des endroits calmes et qu'il secoue parfois dans le tissu en attendant d'être trouvé. Je n'ai pas touché à l'argent pendant un moment, non pas parce que je n'en avais pas besoin. J'en avais besoin, mais parce que je voulais d'abord ressentir ce qu'elle m'avait donné. J'avais besoin de m'asseoir dans cet espace, de la pleurer correctement sans le bruit des avocats, de l'amertume ou le poids de ce qu'ils avaient essayé de voler. Finalement, j'ai décidé d'utiliser une partie de l'héritage pour restaurer la maison. Je n'ai pas changé grand-chose, juste assez pour lui redonner vie. J'ai repeint la balancelle du porche, refait les parquets. J'ai laissé la cuisine exactement comme elle était, par contre. C'était la sienne. Elle le serait toujours. J'ai aussi lancé un petit fonds de bourse d'études en son nom. Quelque chose pour les enfants comme moi. Les discrets, les oubliés, les soi-disant brebis galeuses qui avaient juste besoin d'une personne pour croire en eux. Ce n'était pas énorme, mais c'était un début. Et ce qui est drôle, c'est qu'une fois la nouvelle de la décision du tribunal répandue, je n'ai plus jamais entendu parler de l'oncle Rick. Pas d'excuses, pas d'explications, juste le silence. Au début, je pensais que cela me mettrait en colère, que je me sentirais vengé. Mais non. Ce qui m'a le plus surprise, c'est que je ne ressentais plus rien pour eux. J'ai pensé à ce qu'ils avaient essayé de faire. M'effacer, me couper les vivres, prétendre que je ne comptais pas. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de faire ça. Pas vraiment, parce que grand-mère savait qui j'étais. Et plus important encore, je le savais enfin aussi. En grandissant, j'ai porté cette étiquette, la brebis galeuse, comme si c'était honteux, comme s'il y avait quelque chose qui clochait chez moi parce que j'étais différente, parce que je ne rentrais pas dans leur moule. Mais maintenant, je la porte comme un insigne. La brebis galeuse n'est pas un échec. C'est celle qui brise les cycles, qui pose des questions, qui s'éloigne de la facilité pour protéger ce qui est juste. C'est celle qui détient la vérité quand tout le monde l'enterre. Grand-mère Ruth avait vu cela en moi bien avant que je ne le puisse. Et elle m'a donné plus qu'une maison. Elle m'a donné une chance de réécrire mon histoire. Une nuit, je me suis assise sur le porche arrière en regardant les étoiles. L'air était frais, le genre d'air qui vous fait respirer un peu plus profondément. J'avais la courte pointe sur les épaules. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression qu'il manquait quelque chose. Je me sentais pleine, reconnaissante, libre. Et j'ai réalisé quelque chose. Même quand la vie essaie de vous reléguer à l'arrière-plan, même quand vos proches essaient de réduire votre valeur au silence, la vérité finit toujours par percer, un point de couture à la fois. Alors, si vous vous êtes déjà senti comme la brebis galeuse de votre propre famille, c'est peut-être parce que vous étiez né pour en être le berger. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais que celle-ci était lourde, mais si elle a résonné en vous, ne serait-ce qu'un peu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression d'être la brebis galeuse ou avez-vous découvert quelque chose qui a tout changé? J'aimerais beaucoup entendre votre histoire aussi. Si cette vidéo a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît mettez un pouce bleu et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je vous serais très reconnaissante de vous abonner et de rejoindre ce petit coin d'internet où des histoires comme celle-ci peuvent être entendues. À la prochaine, prenez soin de vous et rappelez-vous, parfois, ceux qui ne rentrent pas dans le moule sont ceux qui sont nés pour le briser.